Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Sitôt nommé et investi, sitôt mis au travail. Le gouvernement Akhnouch a commencé son mandat par la présentation du projet de loi de finances 2022 qui vient d'être adopté par une large majorité à la Chambre des représentants sur fond de crise sanitaire et dans l'objectif de sortir au plus vite du marasme économique. L'une des priorités de ce PLF, en plus de jeter les bases du nouveau modèle de développement, est de consolider et de renforcer les bases de la relance de l'économie nationale. Pour cela, des cadeaux fiscaux sont offerts aux entreprises pour doper l'offre et soutenir l'emploi, mais aussi aux particuliers pour pousser la demande. Par ailleurs, des taxes sont révisées à la hausse, autant sur les entreprises que sur les personnes physiques, parce qu'il faut bien assurer des rentrées fiscales. Quels sont les grands enjeux de cette loi de finances et quels en sont les points principaux? La relance est-elle vraiment crédible et la croissance prévue l'est-elle sur des bases véritablement robustes? En seconde partie, nous parlerons de la COP26 qui vient de s'achever à Glasgow sur un constat de déception générale entre des secteurs industriels qui traînent des pieds et des puissances économiques qui ne jouent pas franchement le jeu. On peut dire que cette COP n'aura pas été à la hauteur de ses engagements et encore moins des espoirs placés en elle, en dépit de certaines avancées. Nous discuterons de ces deux thèmes avec nos invités. Adil Hlimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Bourse News. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Abdelghani Youmni, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes aussi enseignant universitaire. Et merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. On y va donc pour le premier axe, celui donc du PLF 2022, projet de loi de finances. Donc c'est un PLF critiqué et ici et là, considéré comme mou par certains, par d'autres aussi. La ministre des Finances, Nadia Ftah, a défendu sa copie, expliquant que le gouvernement doit résoudre une équation consistant à relancer la machine économique tout en préservant les grands équilibres ou au moins en atténuer les déficits. Adil Halim, on commence avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Ftah, Madame la ministre de l'économie et des finances, quand elle dit avoir réussi à résoudre cette équation, ressources, dépenses et équilibre? Et si vous êtes d'accord, comment elle a fait? Alors, ça relève de la gageure. L'équation, oui, on est arrivé à la résoudre, mais l'équilibre, il faut dire qu'on en est un tout petit peu loin, parce qu'on est toujours en sortie de crise et que les équilibres macroéconomiques historiques du Maroc n'ont pas été retrouvés pour le moment, et ça sera difficile de le faire en 2022. Si vous voulez, quand on regarde un budget, il faut regarder les grandes masses du budget. Donc là, en matière de recettes, cette année, on sera à peu près sur 250 milliards de dirhams de recettes en 2022 pour 270 milliards de dépenses. Donc ça nous fera un solde ordinaire un peu en négatif de 15 milliards, auxquels s'ajoutent d'autres dépenses, notamment d'investissement, qui feront qu'au final, on va se retrouver avec un déficit de 60 milliards. Donc au final, l'équation, c'est celle-là, et le problème à résoudre, c'est celui des 60 milliards. Et très, très brièvement, 60 milliards, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Eh bien, quand on regarde les années normatives avant la crise pandémique, on était sur des déficits qui tournaient autour de 30, 40 milliards de dirhams par an. Là, on est à 60 milliards. Mais on est bien mieux qu'en 2020, où la pandémie avait généré quelques 82 milliards de dirhams de déficit, ou encore en 2021, on va atterrir autour de 70 milliards cette année. Donc, en résumé, la situation s'améliore, l'équilibre, on va y arriver peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, mais il reste quand même un déficit important à résorber cette année avec les mécanismes habituels comme ceux de la dette, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, justement, il va falloir voir comment on va financer tout ça. Abdelghani Youmni, alors on peut dire que c'est un PLF de relance par la demande ou par l'offre ou par les deux, comment vous voyez les choses, et comment vous voyez les choses aussi, pour vous deux, sur les entreprises. Essentiellement les PME, les TPE, qui constituent l'écrasante majorité de la richesse nationale. Déjà, on n'est pas sur une loi de finances, mais on est sur un projet de loi de finances. Ça veut dire que ce soit pour les ressources ou pour les emplois, c'est-à-dire pour les dépenses qu'on aura, on est sur des hypothèses. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce que c'est un projet de loi de finances par l'offre ou par la demande? Alors, il n'est pas par l'offre, il n'est pas par la demande, il n'est pas par l'offre. Parce que quand vous faites une politique de l'offre, normalement, vous allez booster les entreprises en baissant à la fois les charges sociales et l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Et quand vous faites un projet de loi de finances, c'est-à-dire une relance par la demande, vous allez distribuer des allocations et des aides sociales à la plupart de la population, c'est-à-dire aux couches les plus vulnérables, pour relancer la consommation. Ce n'est pas ce qu'on a fait non plus. Alors là, on est sur un hybride, moi je dirais comme Adil Hlimi, c'est qu'on sort d'une crise et on n'est pas encore sorti. Et nous avons au moins 2,5 millions d'actifs qui sont encore en dehors
de la vie active, c'est-à-dire du tissu productif. À cause de la pandémie, je citerai le secteur de l'hôtellerie, je citerai le secteur de la location de voitures, je citerai aussi le secteur de l'artisanat. On a plus de 800 000. Donc nous avons 15% de notre PIB qui est gelé. Donc on ne peut pas parler de relance. Là, on est sur un hybride. Je pense que le gouvernement, ce qu'il a voulu, c'est de respecter le calendrier du projet de loi de finances. Ce n'est pas un projet de loi de finances de ce gouvernement, c'est un projet de loi de finances qui avait commencé à être construit dès le mois de mai 2021. Et donc là, il y a eu des ébauches, des retouches. Les ébauches, il y a eu des retouches sur ce qu'on en parlera tout à l'heure, sur l'éducation, sur la santé, et puis aussi de l'ébauche, comment on va financer en passant l'impôt sur les sociétés du progressif au proportionnel pour trouver des recettes. Parce qu'on a quand même besoin de 53 milliards de dirhams, il faut les trouver quelque part. C'est quoi progressif proportionnel? Alors progressif proportionnel, c'est que en fait, il y a des tranches d'impôt sur les sociétés. Et normalement, quand vous faites du progressif, vous pouvez avoir des gens qui vont fuir l'impôt en ayant 1 dirham de plus, alors que là, on rentre tout le monde, on essaye d'emprisonner tout le monde, et toutes les sociétés paieront de l'impôt. Le problème qu'il y a, je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est que seulement 20% des sociétés au Maroc, des entreprises, payent de l'impôt sur les sociétés. Donc on a de la perte sur 80%. Qu'on pourra récupérer, mais ça, je pense que ça se fera sur les années à venir. Mais est-ce que demande ou offre? Ni demande, ni offre. Qu'est-ce qu'on essaye? On essaye on va dire, de valser avec cette crise sanitaire pour s'en sortir et pour arriver à avoir un équilibre et pour faire fonctionner une économie qui est résiliente et qui a créé de la croissance grâce à une année agricole exceptionnelle l'année dernière. Moi, j'ai beaucoup de peur pour cette année. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr qu'on ait la croissance agricole qui portera ou qui va doper la croissance économique. Moi, j'espère qu'on aura une année agricole et que les hausses de prix à cause d'une inflation importée reculeront un petit peu. Parce qu'on a aux États-Unis 4,5% d'inflation, en Europe 3,5%, mais sur un trimestre, moi, j'espère qu'on ne sera pas touché. Moins on importera, moins on aura d'inflation. Et donc, j'espère qu'on va stabiliser les prix en travaillant plus sur la souveraineté alimentaire et sur la baisse des importations, faisant de la substitution importation. Mais ça, je pense que c'est le programme du gouvernement. Oui, c'est vrai que la pluviométrie n'est pas encore véritablement au rendez-vous, mais je me rappelle que l'année dernière, je pense, il y a eu un retard. Si vous voulez, il y a une sorte de décalage des saisons. Et pas, le réchauffement moi, je suis plein d'espoir. Mais je pense que Adil Hlimi, il le sait. Le Maroc, la croissance du Maroc reste quand même relativement primaire. Bien sûr. Surtout sur l'emploi. Et aussi sur la création de valeur agricole. Primaire, secteur primaire, vous voulez dire? Oui, secteur primaire. D'accord, pas sur primaire dans le sens... Non, pas primaire. Okay. Je parle de notre souveraineté alimentaire. Elle repose quand même sur l'eau, sur la pluviométrie. Très bien. Alors, je reviens à vous, Adil Hlimi. Donc, on en parlait, vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur les charges et sur les ressources. Alors, les charges augmentent de 9%, plus ou moins. Oui. Les ressources de 6,7%. Qu'est-ce qui a augmenté dans les charges? Qu'est-ce qui augmente dans les ressources? Les ressources, je pense que les charges, je pense que déjà, il y a un truc qui est important, c'est la masse salariale. Alors, effectivement, on est sur des choses vraiment classiques dans ce PLF, vous en parliez tout à l'heure. Il y a ici la touche de la précipitation un peu parce que le gouvernement est arrivé à un moment où il fallait très vite travailler sur le PLF. Donc, d'ailleurs, en termes de mesures, c'est, je crois, sur les 10 dernières années. Cela étant, excusez-moi, je vous coupe, mais les personnes qui sont en charge du PLF aujourd'hui sont les personnes qui étaient quelque part aux affaires. Même Fouzil Rja, qui est devenu ministre, il a toujours été directeur du budget. Donc même à la direction du Trésor, c'est les mêmes personnes qui travaillent là-dessus. Mais en termes de mesures, on voit bien que les mesures proposées sont extrêmement peu nombreuses par rapport à des PLF classiques. Et même, il y a des dispositions dans le PLF qui permettraient par décret de rajouter de nouvelles mesures, notamment douanières, en cours d'année. C'est dire que le gouvernement s'est laissé une marge d'affaires pour le courant de l'année. Et donc, on en parlait pour les recettes et les dépenses. On est sur des progressions qui sont très classiques. Donc, on a les dépenses de fonctionnement, les salaires, etc. Ça, c'est des agrégats qui vont progresser cette année de 5 à 6%. Et puis, on a surtout les charges d'investissement qui vont augmenter de 12 à 13%. On est sur un montant de 87 milliards de dirhams d'investissement additionnel cette année. En face,
pour financer tout ça. Là aussi, on n'a pas réinventé la roue. C'est principalement les charges d'impôts qui ont augmenté et c'est les entreprises qui vont payer cette expansion de dépenses. Pourquoi ? Parce que nous avons des charges d'impôts indirects qui vont augmenter ou bien des recettes d'impôts directs qui vont augmenter de 21%. Donc, c'est des hausses d'impôts sur les sociétés essentiellement. Et puis, des impôts indirects qui vont augmenter de 10%. Alors, d'où ça vient ces hausses des recettes ? Quel est le pari de l'État ? Eh bien, c'est qu'il y a une reprise économique et donc les entreprises vont théoriquement pouvoir payer plus d'impôts. Il y a une contribution de solidarité, cette fois-ci réservée uniquement aux entreprises et non aux salariés. Donc ça aussi, ça va ramener plus d'impôts. Et puis, vous en parliez, il y a aussi l'inflation, parce qu'il y a un petit zeste d'inflation qui s'invite dans l'économie marocaine. Et techniquement, un peu plus d'inflation apporte un peu plus d'impôts. Donc c'est ça le pari de l'État pour avoir plus de recettes en cette année 2022. Rien d'exceptionnel, hein. Il n'y a pas d'innovation majeure là-dedans. Alors, sur la masse salariale qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive, sur la masse salariale, est-ce que l'augmentation de la masse salariale est due à une augmentation des effectifs ou à une augmentation des salaires ? Une augmentation des effectifs en partie. Je pense que c'est la santé, l'éducation. Et les deux. Voilà. Et en seconde partie, effectivement, une hausse des salaires pour une partie des salariés du public, des fonctionnaires du public. Très bien. Alors, Abdelghani Youmni, la question qui fâche. Donc, on a un déficit. Un découvert, c'est ça. Voilà, un découvert. On a un découvert quelque part. Lapsus révélateur. Comment financer ça ? Sans endettement, comment financer ça sans relèvement excessif des impôts ? Parce qu'il faut bien financer. Si on gagne moins qu'on dépense, ça pose problème, surtout que le gap se creuse. On aurait pu ne pas le faire. Et on aurait pu continuer, ne pas faire quoi ? On aurait pu continuer avec un État libéral. Je pense que le volontarisme du Maroc aujourd'hui, je pense, est très soucieux de construire un progressisme social. Mais un progressisme social coûte de l'argent. C'est-à-dire un contrat social nécessite un contrat fiscal. Donc, il faut un Big Bang fiscal. Donc, il faudrait réformer la fiscalité. Aujourd'hui, on trouve de l'argent là où on peut. Et nous avons un déficit budgétaire qui va être de 6,9%. Nous avons aussi une dette publique qui va avoisiner 94% du PIB. Est-ce que c'est énorme ? Non, parce que la plupart des pays aujourd'hui du monde ont tous des dettes qui ont explosé à cause du Covid. Parce qu'il fallait... 94, vous dites... on est à 93,6% du PIB en dette publique. C'est les dettes jumelles. Il y a un mélange entre la dette intérieure et la dette extérieure. Il y a 34%... de dette extérieure. Oui, il y a 34% de l'extérieur. Donc les deux tiers sont libellés en dirhams. 2 tiers à l'intérieur, 1 tiers à l'extérieur. Donc nous sommes sur un déficit budgétaire de 6,9%. On était en 2020 à 7,8%. Donc on est un peu moins, mais on est quand même en situation de crise sanitaire et économique. Maintenant, à quoi sert cet argent ? Il sert à financer la protection sociale, parce que nous avons le Maroc et les plus hautes autorités de l'État ont voulu la protection sociale universelle. Elle coûte de l'argent. Elle coûte 26,5 milliards de dirhams par an. Il faut les trouver. Deuxièmement, vous avez 3 milliards pour créer 125 000 emplois par an sur 2 ans, 250 000 emplois. Ce sont des emplois assistés. C'est important toujours pour la crise. Après, il faut que ce soit des emplois de qualité. Donc, donc où on va trouver cet argent ? Aujourd'hui, on la trouve dans l'impôt sur les sociétés. Moi qui suis progressiste et social, je regrette que c'est l'entreprise, et là on n'est pas dans la politique de l'offre, parce que ce sont les entreprises qui sont les plus touchées et la classe moyenne, les deux. Mais je pense que le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire les 20% d'entreprises dont vous parlez tout à l'heure qui payent l'impôt, ce sont les mêmes sur lesquels le fardeau va reposer encore plus. Ce sont les entreprises qui font les plus gros chiffres d'affaires. C'est l'équivalent du CAC 40 français. C'est les grandes entreprises, parce que les TPE, les PME arrivent un petit peu à juguler l'impôt, mais je pense un jour qu'on va arriver à réformer quand on aura moins de cash et plus de contrôles fiscaux sur les entreprises, qu'on va arriver... Parce que si vous voulez faire plus de dépenses, il faut avoir plus de recettes, et si vous voulez avoir un impôt juste, il faut avoir une assiette fiscale large. Aujourd'hui, on n'a pas d'assiette fiscale large, mais je pense que ça va venir petit à petit, parce que quand vous voulez faire un État social, vous êtes obligé de faire un État fiscal. Donc, il faut trouver de l'argent que vous allez dépenser. Ce n'est pas avec la dette qu'on va le faire. Donc,
je pense que les entreprises payent aujourd'hui, qu'on n'a pas touché l'impôt sur le revenu parce qu'on ne pouvait pas. On a créé le CPU qui doit fonctionner bien, la contribution personnelle universelle, que tous les gens payent un peu, contribuent, l'impôt et la protection sociale. Et je pense, moi, je le dis, je le redis, que ce gouvernement, avec son modèle et sa vision et sa stratégie, ne peut être très clair qu'en 2023 et pas en 2022, parce qu'ils arrivent là. Ce n'est pas l'histoire des 90 jours, c'est que l'histoire, ils arrivent à un moment où il y a une pandémie, ils arrivent aussi, il y a déjà un projet de loi de finances qui a été fait, et je pense que c'est l'année prochaine qu'ils vont devoir rendre des comptes et aussi montrer leur stratégie à la fois économique, sociale et fiscale pour le pays. Alors, ce n'est pas pour défendre le gouvernement, mais rendre des comptes en 2023, on n'est pas encore sorti de l'auberge. L'auberge étant la crise sanitaire. Ce n'est pas encore fini, puisqu'on parle de quatrième vague, de cinquième vague, de énième vague, de troisième dose. Donc, on ne sait pas. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment ce qui se passe. Et donc, qui dit crise sanitaire dit crise économique. Ensuite, il y a tous les impondérables, la pression due à la relance économique mondiale. Et on est dépendant de l'économie internationale. Et on est dépendant des cours des matières premières internationales. On est dépendant. Voilà, donc à la limite, on ne peut pas trop savoir. Non. À la charge du gouvernement, enfin, entre guillemets, à la charge, c'est qu'il était déjà aux affaires, une partie de RNI était déjà aux affaires sous le précédent gouvernement, donc ils savent. Et il n'a pas démérité. Ah, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont très bien géré la crise. Ils n'ont pas démérité. OK, alors donc là maintenant, Adil Hlimi, on est dans la situation, donc comme on a dit, on gagne moins qu'on dépense. En général, pour gagner plus, il faut travailler plus. C'est ce que disait l'autre. Et donc on investit plus. Alors cet investissement, vous en parlez tout à l'heure de 80 et quelques milliards de dirhams, mais moi j'ai vu un autre chiffre. Oui. Moi j'ai vu 245 milliards, c'est un niveau record. Oui. Alors effectivement, la ministre des Finances a parlé, de l'économie et des finances, a parlé d'un chiffre de 245 milliards de dirhams. C'est un chiffre effectivement qui est un chiffre record, mais cela prend en compte... 25% du PIB, c'est pas rien. Exactement, mais ce montant-là prend en compte l'ensemble des investissements qui seront réalisés par l'État cette année, mais ce qui va être vraiment déboursé, j'allais dire, de la poche du gouvernement, c'est 87 milliards de dirhams, qui reste quand même un chiffre très élevé par rapport à l'année dernière, où il y avait déjà un effort d'investissement important. Donc effectivement, les investissements seront importants. Ces histoires de est-ce que ça sera 87 ou 245, c'est vraiment des histoires plutôt comptables. En tout cas, il y aura un investissement qui est très important. Et dans les 245 qu'a cité Madame la Ministre, il y a une partie, à peu près de 45 milliards de dirhams, qui proviendrait du fonds Mohamed VI pour l'investissement. C'est sur le différentiel 245-85 ou c'est sur les 85 de l'État ? C'est sur les 245, sur le différentiel. Okay. Il y a les 45 milliards. Alors, ces 45 milliards qui proviendraient du fonds Mohamed VI, qui est un instrument financier qui a été très bien mis en place pour accompagner l'effort de relance, eh bien, l'État ne va mettre de sa poche, de son budget général, que 15 milliards dans les 45 milliards du fonds. Les 30 milliards restants vont venir d'organismes internationaux qui vont venir investir dans ce fonds pour pouvoir toucher la PME et les entreprises que cible ce fonds. Sur les 15 milliards que va mettre l'État dans le fonds Mohamed VI pour compléter les 45 milliards du fonds Mohamed VI d'investissement, les 15 milliards, ils sont comptés dans les 85 milliards ? Ils sont comptés dans les 87 milliards du budget général de l'État. Effectivement. Ça, c'est une dépense qui va sortir de la poche du gouvernement, j'allais dire. D'accord. Donc ça veut dire que les 245 milliards, on va dire 250 pour être... ça fait 5 milliards de dirhams. Mais est-ce que ça va être investi cette année? Est-ce que ça va être engagé cette année? Tout doit être engagé en théorie cette année, à condition que les hypothèses du gouvernement soient mises en place. C'est-à-dire que le fonds Mohamed VI doit voir le jour, que le gouvernement doit trouver les partenaires internationaux qui vont investir dans ce fonds, que les différents programmes gouvernementaux qui ont été annoncés durant la campagne électorale et en élaboration du PLF soient mis en place. On a parlé notamment du programme Aouraj qui prévoit 2 milliards 25 de dirhams cette année pour quelques 250 000 emplois un peu précaires, mais quand même ça va créer du pouvoir d'achat. Donc l'ensemble de ce qui a été promis doit être mis en place cette année. En tout cas, le gouvernement est attendu sur cela. Très bien. Alors, on continue de passer comme ça d'une chose à l'autre. Alors maintenant, on va investir 245 milliards, donc on va gagner beaucoup d'argent, enfin on l'espère. Il reste une grosse dépense aussi, qui est la caisse de compensation. Alors ça, on en parle depuis 20 ans. Ça a commencé il y a 7-8 ans
on a commencé à dégraisser le mammouth. Là, maintenant, on y est encore. Alors, je crois qu'il y a le sucre, il y a le gaz, si ma mémoire est bonne. Et la farine. Et la farine. Donc, on en est où On en est où maintenant? C'était, à l'époque, en 2011-2012, de mémoire, c'était du 55 milliards de dirhams. Là, on est aux alentours de 12, 13, on un peu est moins, 16 un peu plus. milliards de dirhams. 16 milliards. C'était à cause du pétrole. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que a dit Helmi, parce que je partage ce qu'il vient de dire sur le programme Aourash. En fait, il faudrait créer un progressisme social au Maroc, pas de l'assistanat, mais du travail. C'est-à-dire, parce que quand vous créez un état social de l'assistanat, vous créez de la dépendance. Et donc, vous transformez les transferts sociaux ou les transferts monétaires en consommation, et ça fait tourner l'économie, mais en même temps, vous construisez une paresse et aussi vous construisez une dépendance de ménage des gens de l'État. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'aimerais que ces emplois assistés, puisqu'on parle de 250 000, 125 000 par année, qu'ils soient des emplois assistés à la fois formateurs, pour qu'ils soient utiles, mais aussi, en même temps, dans des secteurs où on apprend un métier. C'est-à-dire, nous avons comme une bourse, nous avons de l'argent, ça ressemble un peu au revenu, le RSA en France. Oui. Donc, c'est de la monnaie qu'on donne aux gens, mais en échange, il faut qu'ils travaillent, qu'ils apprennent un métier. Moi, j'aimerais que ce soit ça. Ça ne sera pas ça, hélas, parce que le ministre de la PME a bien expliqué un peu le mécanisme, comment il allait se mettre en place. Et ça va être un programme où les gens vont être recrutés sur des courtes durées, sans avoir de qualification particulière, pour travailler sur des chantiers publics, sur la voie publique, sur les parcs publics, etc., des voiries, etc. Donc ce sera des petits programmes de 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être. On n'a pas encore les délais. Quand ces programmes seront finis ? Et pardon ? Quand ces programmes seront finis. Et quand ces programmes seront finis, on aura. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas des emplois qui sont à long terme, ce n'est pas vraiment de la création d'emplois. Et la psychologie joue énormément là-dedans. C'est pas des CDI. Voilà. En fait, donc, sans qualification. Pour que ces gens se mettent à consommer et relancer la machine économique, il faut la sécurité de l'emploi. Ce n'est pas le but, parce que les gens, il faut leur offrir de la dignité. Exactement. C'est-à-dire un revenu de la dignité. Et la dignité ne peut exister que par un métier, un apprentissage, des compétences. Parce que vous serez toujours déclassé si vous dépendez de l'aumône, parce que c'est une sorte d'aumône de quoi on parle maintenant, d'aumône qui se transforme en consommation. C'est un système de promotion nationale, ça. C'est-à-dire faire travailler des gens sur des chantiers qui sont ad hoc. Je pense que ce n'est pas viable. On le fera, mais je pense qu'il faut trouver une... Alors, je vais répondre à votre question de la caisse de compensation. De toute manière, vous n'avez pas y couper, j'allais y revenir. Non, mais on va revenir. Alors, la caisse de compensation, c'est 16 milliards de dirhams. C'est un mécanisme qui a fait débat pendant des dizaines d'années, mais très utile parce qu'il réduit la fracture sociale, il réduit la pauvreté, et il permet aussi de rendre les gens moins vulnérables. Parce que ce n'est pas rien d'acheter le sucre et d'acheter le gaz et d'acheter la farine à un prix qui est quand même plafonné par l'État avec une subvention. Donc, mais est-ce que ce mécanisme doit durer éternellement ? Non. Donc, on a 1,4 points de PIB. Donc aujourd'hui, il y a le registre social unifié qui va être mis en place. On va peut-être sortir des aides qui sont des subventions qui sont aveugles à des subventions qui sont voyantes, directes, et qui vont toucher avec des allocations personnalisées sur une base de données, sur un travail qui est en train de faire, qui n'est pas finalisé. C'est une société indienne qui le fait. Et ça ressemble à un modèle qui a existé au Brésil avec Borsa, avec Lula, qui a sorti 11 millions de Brésiliens de la pauvreté. Alors, je veux seulement dire une chose avant de m'arrêter, non, je veux dire quelque chose, c'est que les Marocains, depuis 30 ans, sont sortis de l'extrême pauvreté, mais nous avons plus d'inégalités que de pauvreté. Mais le peuple marocain, ce n'est pas un peuple pauvre. Nous avons réduit la pauvreté. Pas riche non plus. Pas riche non plus. Oui, mais nous avons moins de pauvreté que d'autres pays, mais nous avons de l'inégalité, oui. Mais ce n'est pas de la pauvreté extrême comme ce qu'on avait dans les années 80. D'accord, donc je suppose que cette année, ça va être encore difficile parce qu'il y a une tension sur les prix des hydrocarbures. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec la politique énergétique russe et les autres producteurs. Donc on peut considérer que la pression va rester, parce qu'il parlait surtout du gaz et du sucre. Mais pour le gaz, c'est pas d'actualité. Enfin, on n'en sait rien maintenant. Et encore, je voudrais encore vous discuter du projet de protection sociale et du modèle de développement, mais là...
Le temps avance et donc voilà, on en parlera en seconde partie. On se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti pour la seconde partie du débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlions du PLF 2022 avant de passer à la COP 26, mais nous continuerons à parler du projet de loi de finances 2022. Il reste encore 2 ou 3 points à en discuter. Pour ceux qui nous rejoignent, donc, nous en parlons avec Adil Hlimi, directeur de la rédaction de Bourse News, et Abdelghani Oumni, économiste et enseignant universitaire. Adil Hlimi, reste la protection sociale, le grand chantier, le grand projet de la protection sociale qui a été demandé, commandé par la plus haute autorité d'État, à savoir le roi. Qu'est-ce qu'on fait en matière de financement, en matière de PLF, en matière de faisabilité? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 choses concrètes dans le PLF 2022 concernant la protection sociale. Le premier, c'est qu'en termes de ressources, eh bien, l'effort de solidarité qui sera demandé aux entreprises cette année va alimenter quasi de manière exclusive un fonds qui sera dédié au financement du chantier de la protection sociale. Et puis, deuxième chose, dans le PLF, il y a à peu près 7 milliards de dirhams qui seront consacrés à la mise à niveau des structures sanitaires dans le cadre de la mise en place de ce chantier. Donc c'est un montant qui est en hausse d'à peu près 2,7 milliards par rapport à l'année dernière. Donc il y a cet élément-là en termes de ressources. Maintenant, en termes de faisabilité de la chose, il ne faut pas oublier que, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a un calendrier qui a été arrêté et validé par la plus haute autorité de l'État. Et ce calendrier prévoit que 11 millions de personnes cette année puissent accéder à l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est un peu qualitatif que le gouvernement doit s'atteler à réaliser cette année pour compléter la réforme, rappelons-le, en 2025. Est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que vous y croyez? En tout cas, ils doivent le faire parce que c'est un engagement du gouvernement qui a été fait et validé. Ils se débrouillent, mais ils le font. Ça doit qu'ils le être fassent. fait, effectivement. Vous êtes d'accord avec ça? C'est faisable? Ce n'est pas du saupoudrage financier parce qu'il faut le faire, effectivement. C'est cofinancé par la CPU. Là aussi, il faut que les citoyens marocains, et surtout les artisans et les gens qui travaillent dans l'informel, il faudrait aussi qu'ils soient actionnaires. Parce que c'est comme en fait, c'est quoi un État social? C'est un État où le citoyen est actionnaire. Donc, si le citoyen refuse d'être actionnaire, il ne peut pas toucher les dividendes. Pour moi, les dividendes d'un État social, ce sont tout le service public qu'il peut m'offrir. Donc, plus dans un pays, vous avez un nombre de fonctionnaires, je veux dire, en bonne péréquation avec le privé, et plus ce pays fonctionne bien. Aujourd'hui, tous les Européens sont en désaccord avec la baisse du nombre de fonctionnaires. Donc nous, il nous faut une volumétrie de fonctionnaires qui est importante, mais on ne peut la financer qu'à travers l'impôt et la contribution. Si les Marocains aujourd'hui disent « moi, je ne veux pas payer la CPU », donc on ne peut pas avoir de protection sociale universelle. D'accord, donc ça c'est pour la protection. Il reste le deuxième gros projet qui est le nouveau modèle de développement. Alors je suppose qu'il doit y avoir des choses aussi bien au niveau de la santé que surtout au niveau de l'éducation, puisqu'on retrouve le président de la commission spéciale sur le modèle développement, Chakib Ben Moussa, qui est directement à la manœuvre avec son collègue à la commission, Altef Melaoui, à l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut déjà mettre en place, implémenter, comme on dit, d'une manière moderne, ce modèle de développement en 2022? Alors, il y a deux petites choses à préciser. Premièrement, c'est pas le premier nouveau modèle de développement, c'est le deuxième. Ah, oui. Expliquez-nous ça. Alors, le premier nouveau modèle de développement date de la fin des années 90, vers les années 98-97, avec la libéralisation financière et le désencadrement du crédit, ce qui a permis aux Marocains de consommer ce qu'ils vont posséder demain. Alors que dans les années d'avant, on ne pouvait posséder qu'après avoir payé. Donc le fait d'avoir inventé une économie qui fonctionne avec le crédit a permis aux Marocains de consommer leur richesse, mais cette richesse qu'ils vont avoir que demain. À valoir sur le travail à venir. Ce qui a permis la naissance d'une classe moyenne au Maroc. C'est ce qui a permis aujourd'hui à beaucoup de Marocains de posséder leur appartement. Nous avons plus de 56% de Marocains qui sont propriétaires de leur logement, mais aussi de leurs véhicules. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme richesse qui est créée, et ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ça aussi qui a réduit la pauvreté. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu accès au logement, ont eu accès à l'éducation, grâce au crédit. Donc, d'abord, on a créé un modèle de développement avec le crédit.
mais c'était que de la consommation. Et on s'est rendu compte, 20 ans après, que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait passer à un autre modèle de développement, c'est le NMD, et ce nouveau modèle de développement, il actionne un autre levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons passer d'une économie de consommation à une économie de production et d'exportation. C'est ça aussi ce qui est derrière. Sauf que ça, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Le nouveau modèle de développement, les Marocains ont écouté le discours, ils attendent qu'il y ait les résultats demain. Les résultats, on les aura dans 10-15 ans. En 2035, donc, le nouveau modèle de développement aujourd'hui, date 2035. Le nouveau modèle de développement, c'est 5 milliards de dirhams par an pendant 15 ans pour arriver à l'émergence. Et c'est aussi de l'investissement dans le capital humain et dans la santé, et plus dans le capital humain, avec des réformes de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, du digital. Enfin, tout ça va se faire. J'espère qu'on va réussir, parce que si on ne réussit pas, on ne va pas pouvoir émerger. Et donc, aujourd'hui, l'effort qui est fait, il ne faut pas que les Marocains attendent du quantitatif, parce que ce n'est pas de l'agriculture. On est en train, en fait, de créer quelque chose sur l'humain qui apparaîtra dans quelques années sur l'amélioration de la qualité de nos lauréats, de nos chercheurs, de nos étudiants, de nos élèves, de notre éducation. Voilà, c'est ça. C'est ça le nouveau modèle de développement, c'est-à-dire d'améliorer le capital humain pour devenir autonome aussi sur le plan technologique et économique. Alors, j'entends bien ce que vous dites, Abdelghani Yaouni, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Si vous me permettez, effectivement, c'est du qualitatif. Effectivement, il ne faut pas attendre dès demain les résultats. Mais quand on vous entend parler sur l'éducation, les dépenses massives qui vont être faites sur l'éducation et sur la santé, je pense que les Marocains peuvent déjà commencer à attendre pas des trucs mirobolants, somptueux, mais déjà une amélioration du système de santé, une amélioration à partir de cette année. Mais on ne peut pas investir. Une grande campagne de diagnostic, d'ailleurs, de visite médicale qui va être faite sur l'échelle nationale. On ne peut pas investir 9 milliards de dirhams sur la santé et sur l'éducation sans avoir des résultats. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Marocains, normalement, sur le plan de l'éducation, il faudrait qu'ils s'attendent dès l'année prochaine à un recul des inscriptions dans le privé, à une amélioration de l'inscription dans le public. Ah ben voilà, bien sûr. Et le préscolaire. Et le préscolaire. Voilà. Confié à Chakib Ben Moussa qui en a longuement parlé dans son modèle de développement. Mais si on n'a pas d'amélioration sur la santé avec l'augmentation de nombre de soignants et de médecins, mais aussi d'hôpitaux, mais aussi de CHU, et si on n'a pas d'amélioration au niveau de l'éducation avec plus d'écoles publiques qui vont être légales ou privées et qu'on ait moins de privés, plus de publics, mais si on n'a pas ça, c'est que on Donc fait... ça veut dire ce que vous dites en fait, c'est que les résultats globaux, on va les attendre dans 5, 10 ans, 15 ans, mais on commence déjà à aller par la politique des petits pas. Sur l'infrastructure, sur les programmes, sur la méthodologie, sur le soft power de l'éducation, on doit voir des choses, et de la santé dès l'année prochaine. Mais sur les humains, les jeunes qu'on aura, on aura dans 10 ans, on verra ce que ça viendra. On verra bien. On va donc laisser la Chambre des conseillers se prononcer sur le projet de loi de finances et on parlera très certainement après de la loi de finances. Vous m'avez dit que c'est un projet, donc on parlera plus tard de la loi de finances. Et d'ailleurs, je vais rajouter une chose. C'est que le Maroc qui progresse, qui se modernise, ça devient aujourd'hui un pays important sur l'échiquier régional et africain. Il faudrait qu'on sépare la loi de finances de la loi sociale. Il faut qu'on ait une loi des finances sociales et une loi des finances publiques. Il faut qu'on les sépare, c'est-à-dire 2 chapitres, parce qu'on va arriver à des déficits sur les finances sociales. Il faudra les traiter séparément du projet de loi de finances qu'en font la plupart des pays. On va y arriver dans quelques années parce que ça va devenir un sujet sérieux. Très bien, et sortir aussi de cette question de pluviométrie, parce qu'avec le réchauffement climatique, ce n'est pas toujours aussi sûr, ce qui est une manière de faire une transition pour le deuxième axe, qui est celui donc de la COP26, dont le bilan n'est pas toujours, mi-figue mi-raisin, mitigé. Même Boris Johnson, qui a accueilli donc chez lui en Écosse cette COP26, a fait part de quelque part sa déception. Alors, je commence, question pour vous deux, je commence par vous, Adil Hlimi. Il y a eu plusieurs COP, on en est à la 26e. Oui.
Il y en a eu une qui était particulièrement connue et célèbre, celle de Paris, la COP 21 de Paris, les accords de Paris. Et puis celle qui venait juste après, celle de Marrakech. On a parlé de la confirmation, de la consolidation des acquis de la COP de Paris. Est-ce qu'on va continuer à chaque fois à parler de consolidation, à chaque fois à remettre les choses, le métier sur la table, à reprendre de zéro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on va continuer sur cette voie-là. Et puis, on est en train de passer par une période très difficile sur le plan budgétaire pour l'ensemble des États à travers le monde avec la pandémie et la crise qui s'ensuit. Ce qui va faire qu'il ne faudrait pas s'attendre à des miracles sur les prochains événements parce que les choses bougent de manière intrinsèque, mais la vitesse avec laquelle les engagements sont actualisés est extrêmement faible par rapport aux attentes des scientifiques. Par exemple, sur les dernières années, on n'a que l'Union européenne finalement qui a revu un peu ses objectifs à la hausse, alors que récemment, on a l'ensemble des pays comme, j'ai des exemples ici, l'Australie, le Brésil, le Mexique, la Nouvelle-Zélande par exemple, pour ne citer que, qui disent pour le moment ne pas pouvoir faire plus d'efforts, tout simplement parce qu'ils passent par des crises budgétaires. Donc oui, pour moi, on est condamné à rester sur plein de discours jusqu'à preuve du contraire. Les choses se serrent de plus en plus. Vous êtes d'accord avec ce point de vue qui est plutôt pessimiste, mais compréhensible? Moi, dans ces COP, on parle de la planète comme maison commune. Mais on n'inclut jamais l'humain comme espèce singulière et on la traite comme une espèce plurielle. C'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre les humains qui habitent dans le nord de la planète et les humains qui habitent dans le sud. Si on n'inclut pas les humains, si on ne considère pas que les humains sont égaux, on ne pourra pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, dans cette affaire, quand on parle des pays riches et on dit on va faire des aides aux pays pauvres. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter on en parlera la planète. Tout à l'heure de ça, parce que moi, je parle, parle, pour le Covid. Pour moi, la planète, c'est une maison commune et les humains, ils sont égaux. Donc, tant qu'on a de la discrimination entre les différentes nations, on ne peut pas traiter cette question sérieusement. On va en parler tout à l'heure en parlant de l'Afrique, Adil Hlimi. Alors, les pays qui ont adhéré à l'accord de Paris ont signé un certain nombre d'engagements, mais c'était il y a 6 ans. Ouais. Maintenant, on parle d'actualisation des contributions nationales avec des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Où c'est qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu des actualisations? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Comment ça se passe? Alors, les principales actualisations, encore une fois, c'est celle de l'Union européenne qui fait aujourd'hui quasiment figure de chevalier solitaire sur ce volet-là. On a ce nouvel engagement de réduire de 40 à 55% les émissions d'ici 2030 de la part des pays de l'Union. Donc ça, c'est très intéressant. Mais à côté, on n'a pas beaucoup d'actualisation. On a le Maroc aussi, je crois qu'on en parlera tout à l'heure de manière plus spécifique, qui accélère lui-même sur ses engagements et sur son mix énergétique. Mais voilà, pour moi, le principal changement est celui de l'Union européenne qui a actualisé ses prévisions de 40 à 55% d'ici 2030, ce qui est très intéressant. Et c'est faisable? En tout cas, c'est un engagement et faisable ou pas. La technicité de la chose fait que c'est difficile de l'appréhender d'ici, mais mettons un peu d'espoir là-dedans et disons que oui, pourquoi pas. Vous savez, ce qui me dérange un peu, je vous pose la question à tous les deux, c'est que ce sont dans des économies libérales, donc où il y a le capital privé, le grand capital privé, ce sont des États qui décident et ce sont les privés qui doivent faire les choses. C'est peut-être pas, c'est pas pour ça que ça cloche quelque part, parce que il y a quelques mois peut-être, j'ai entendu le patron de Total dire des choses qui ne s'inscrivaient pas véritablement dans ce sur quoi s'est engagé son État. D'autres, avec d'autres majors américaines ou autres, ne sont pas véritablement partants. Vous ne pensez pas que c'est là où ça cloche? C'est pas difficile à comprendre. Parce que ceux qui émettent le dioxyde de carbone, ce sont les privés, ce n'est pas les États. Ben oui, mais justement. Donc, c'est aux privés qu'il faudra demander de payer. Mais ça, c'est la règle de la microéconomie sur les externalités négatives. C'est-à-dire, quand vous avez le pollueur-payeur, le pollueur, ce n'est pas l'État européen, français, américain. Ce sont les entreprises privées. Ce sont les entreprises privées. Donc aujourd'hui, ils ont leur mot à dire et c'est avec eux qu'il devrait y avoir des pourparlers parce que c'est eux qui vont payer. D'où les partis dont on parle, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part représentés. D'où ces États qui sont incompétents, en fait, à prendre des décisions. Mais je ne sais pas, je pense qu'on va parler de l'Afrique tout à l'heure. Alors, non, tout de suite, je vous pose justement la question sur l'Afrique. Alors, elle n'émet que 3% des gaz à effet de serre, mais c'est pas les seuls 3%.
En fait, il y a 3 fois 3%. Il y a le 3% de gaz à effet de serre, il y a le 3% de participation au commerce international, il y a les 3% de PIB. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent inexistant dans la stratosphère économique mondiale. Elle contribue à 3% au commerce mondial, donc elle n'existe pas. PIB, à 3% aussi à l'effet de serre, parce qu'elle ne produit pas, et puis seulement à 3% au commerce international. Aujourd'hui, la question qui se pose, puisqu'on parle de dioxyde de carbone, aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas que des marchandises voyagent de Chine, par exemple, jusqu'à l'Afrique, donc on ne veut pas émettre beaucoup de dioxyde de carbone. Donc la solution, c'est quoi? C'est de produire en Afrique. Et pour produire en Afrique, il faudrait faire du transfert de technologie. Parce que la question qu'on oublie de citer, c'est que toutes les matières premières partent de l'Afrique et on parle du dioxyde de carbone, mais on oublie que le territoire africain aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'on les vide des matières premières et on les détruit en même temps. Toute la biodiversité africaine est en train d'être détruite. Il y aura un problème d'eau, de sécheresse, parce qu'il y a un réel problème. Il y a un problème de pauvreté. Mais le pire, c'est quoi? C'est que chaque année, l'équivalent du Maroc naît en Afrique. 36 millions d'habitants naissent en Afrique. Chaque année, on a 36 millions. C'est-à-dire, sur 10 ans, on va avoir 360 millions. Si on ne fait pas un transfert de technologie, si on ne développe pas l'Afrique, si on ne permet pas à l'Afrique de produire ce qu'elle a besoin pour consommer, forcément, on aura des vagues migratoires. Il faudra d'abord une transformation de la technologie avant le transfert, parce que si on doit transférer une technologie polluante, il faudrait partir. D'ailleurs, l'Afrique, pour produire de l'électricité, il y a du soleil. Donc, ils vont utiliser des énergies renouvelables. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, aujourd'hui, les pompes solaires au Kenya, au Ghana, marchent très bien. Donc, on produit de la nourriture et de l'agriculture. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est où on va humaniser l'humanité, où on va continuer à considérer qu'il y a des êtres humains qui ont un rang plus élevé que d'autres. Si on reste dans cette posture, on ne va pas marcher. Aujourd'hui, reconnaître à l'Afrique son droit à l'humanité, son droit au progrès, son droit au développement, son droit au partage, et dire, par exemple, nous, on a un problème de CO2, on va faire une division de travail nouvelle sur la base du CO2. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, de la pomme de terre, il faudrait marquer combien elle a fait de kilomètres. Si vous achetez des chaussures, combien elles ont fait de kilomètres? Si on fait cette traçabilité et si on base les prix et aussi la taxe sur le carbone sur ça, on pourrait développer toutes les nations du monde et partager les richesses. C'est cette pyramide de partage des richesses et de la technologie qu'on doit discuter et pas faire des sommets inutiles chaque année. Même s'il y a des progrès. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès. Puissiez-vous être entendu, parce que ce que vous dites, Abdelghany Youmni, sur les quelques années à venir, on voit bien que sur l'année passée et cette année, au niveau vaccin Covid, ça n'a pas été véritablement le cas. On voit qu'il y a toujours, comme disait l'autre, les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, bien malheureusement. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, que le Nord vieillit et que le Sud rajeunit et que sur toutes ces théories racistes de remplacement qu'on parle, il y aura un vieillissement poussé qui va appauvrir l'Europe et l'Afrique, il y aura un rajeunissement poussé qui va nous appauvrir et il faudrait arriver à trouver une symbiose entre les deux visions pour que le vieillissement riche profite à cette jeunesse qui est pauvre. Et il faut faire un transfert de technologie, un transfert de savoir, un transfert de richesse, mais aussi un droit à la vie et à l'enrichissement. Voilà. Enfin, peut-être je suis utopiste, je sais. Non, vous n'êtes pas utopiste, vous devriez l'être. Enfin, on aimerait tous l'être, mais quand on voit qu'il y a un problème avec des gens qui tombent, qui meurent avec le Covid et que les gens n'ont pas encore véritablement compris l'urgence de traiter les gens d'égal à égal, je pense que on peut être aussi un petit peu... Vous avez raison, parce que les 3% que j'ai dit fois, j'ai dit 3 fois, on rajoute un autre 3%. En Afrique, 3% de personnes sont vaccinées. Oui. Voilà. Bon, alors on va laisser les gens à leur turpitude et on revient à notre cher pays qui, il ne faut pas avoir honte de le dire, quand les choses se passent bien, il faut les dire, et je crois qu'on est très bien classé en matière d'engagement. Alors, quels sont ces engagements et quels sont ces engagements que le Maroc a respectés en matière d'environnement, de mix énergétique, entre autres? Alors, effectivement, vous l'avez bien dit, le Maroc est un exemple dans la région et même un exemple mondial, parce que dans les différents classements qui sortent à chaque fois, plus ou moins crédibles les uns et les autres, on est souvent classé parmi les 10 meilleurs
pays en termes d'efforts. Ouais, ça faisait plaisir. On avait un classement dernièrement venu de la COP26 où le Maroc était dans les 5-6 premiers avec Danemark, Suède. Effectivement. Et ce n'est pas la première fois qu'on est à notre place habituelle, disons, sur ce classement-là depuis un bon nombre d'années. Le principal engagement du Maroc, c'était de réduire les émissions de 42% en 2030. C'était à l'occasion de l'accord de Paris. Entre-temps, ces engagements ont été revus à la hausse. Aujourd'hui, on parle d'une réduction de quasiment de moitié d'ici 2030. Donc, c'est excellent. Et les scientifiques, même internationaux, trouvent que l'engagement du Maroc est crédible. Est crédible et donc faisable. Il y a aussi en termes de mix énergétique, alors si on prend les différents plans, le plan solaire, éolien, hydrogène, etc., eh bien, on devrait atteindre un ratio de 50% là aussi de la production d'électricité à horizon 2030. Je crois que les Marocains n'ont pas encore conscience de ce que ça peut apporter à notre quotidien d'avoir ce mix énergétique à horizon 2030. 2030, c'est vraiment demain. C'est vraiment très proche, 2030, il reste plus rien. Et ça va changer la vie de beaucoup de Marocains d'avoir ça, parce qu'il y aura plus d'exportation d'électricité de la part du Maroc. Avec l'hydrogène. Exactement, avec un prix qui sera compétitif. Mais il y aura également une consommation du tissu industriel marocain à des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, il y a des industriels marocains dans le secteur du ciment, dans la sidérurgie, etc., qui arrivent à produire avec des coûts compétitifs à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que l'électricité ne leur coûte quasiment rien du tout. Ça devrait se ressentir à un moment ou à un autre sur les investissements directs, sur les fameux IDE. Voilà, et un jour, le consommateur marocain également verra sa facture d'électricité énormément baisser grâce à cela, et ça sera un transfert de pouvoir d'achat vers d'autres produits de consommation. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Alors, Abdelghani, le financement. À la COP de Paris, on parlait de 6 ans, on parlait de 100 milliards. On dit qu'on est arrivé à 80 milliards, je suppose que ce qu'on dit est vrai. On est où dans le financement? Vu qu'il faut actualiser les contributions nationales, est-ce qu'il ne faut pas mettre du RAB en plus, de l'argent en plus? Les questions d'échange de droits en termes d'émissions, pays émetteurs, pays non émetteurs, comment ça se passe? Déjà, ce que Adil Hlimi dit, le Maroc a eu la chance pour réussir sa transition je veux dire, énergétique et écologique, de faire une révolution industrielle en parallèle avec une révolution écologique. Parce qu'en fait, on a démarré notre industrialisation en même temps où il y a eu les COP et les problèmes. Et donc, on réussit ça et on va un petit peu en parallèle et on fait de l'industrie propre, de sous-traitance, bien sûr, mais propre. Alors, sur la question des financements, sur les 100 milliards, en fait, le problème qui se pose, d'abord, les 100 milliards ne sont pas atteints aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils sont... les États ne servent que de redistributeurs, parce que ce sont les entreprises privées qui versent à l'État, les États ils payent sur cette taxe carbone. Mais ce n'est pas l'argent dont on a besoin. C'est comme l'aide au développement. C'est-à-dire, d'abord, ces sommes ne sont pas réelles, parce qu'elles n'ont pas été reversées. Et les États, ils ont besoin d'argent, de manne financière pour se développer, mais aussi de l'aide technique au développement, c'est-à-dire de faire un nouveau modèle de développement en Afrique, sur ce continent. Je ne parle pas de l'Inde, c'est le même problème, mais moi je parle du continent dans lequel on vit et avec notre voisinage européen et peut-être avec l'aide des Américains, de faire une révolution, de faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique demain. Mais il faudrait de l'argent et aussi une aide technique, technologique, les transferts, les machines, faire de l'industrie propre. Mais l'argent ne suffira pas parce que le problème de l'argent, c'est que souvent ça va dans les ONG ou ça va dans la corruption et on ne la retrouve pas. Quand vous allez, par exemple, moi je discutais avec un ami diplomate ghanéen, il m'a expliqué, il m'a dit, vous avez de la chance au Maroc parce que vous avez une classe pauvre, une classe moyenne qui est présente et vous avez des riches. Au Ghana, nous avons les très pauvres et les très riches. Nous n'avons pas de classe. Non, du tout. Et nous n'avons pas de route. Et nous n'avons pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, en Afrique, il y a vraiment... je pense que c'est le dernier territoire du monde où la mondialisation n'a pas encore atterri. Il faut vraiment attendre de l'argent du Nord ou alors on peut faire de la coopération sud-sud comme ça a commencé par exemple avec un groupe comme OCP Honnêtement, c'est ce que le Maroc essaie de faire, bon an, mal an, mais c'est compliqué parce que nous n'avons pas les reins solides pour aller faire des investissements lourds en Afrique. On ne peut pas faire des aéroports et des routes. Vous savez, par exemple, au Congo, Kinshasa, pour faire 400 km, il faut prendre un avion parce qu'il n'y a pas de route.
Donc Oui. le vrai problème en Afrique aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que le Maroc a fait. Il a commencé par les infrastructures et après il est allé vers l'industrie. Et aujourd'hui en Afrique, c'est ce qu'on devrait faire. Il faut d'abord des infrastructures, il faut l'éducation, il faudrait faire moins d'universités de droit et de sociologie, je m'excuse pour les gens, et plus d'écoles d'ingénieurs et de techniciens. On ne doit pas former 50 000 philosophes et 200 ingénieurs, on ne peut pas se développer avec ça. Très bien. Voilà, c'est ça. Un dernier mot, Adil. Oui, et sur la partie technique, je voudrais juste souligner que durant ces années, le Maroc a développé des compétences propres à lui, avec ses propres ingénieurs, qui aujourd'hui arrivent à exporter leurs connaissances dans d'autres pays africains. Très bien, restons optimistes. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.